Bonjour, moi c'est Hélène Lombard, rendez-nous nosenfants.org. Alors là, je vais juste vous donner tout un tas de petites infos pour actualiser la vidéo que j'avais faite déjà il y a 1 an, où je démontrais le lien entre les réseaux pédos et les placements des enfants. Vous m'entendez bien ? Bon, très bien. Donc, je vous avais expliqué l'an dernier que c'était une seule pièce de monnaie. D'un côté, c'était les vols d'enfants, de l'autre côté, c'était les réseaux pédos. Que tout était fait au profit des réseaux pédos, tout était prévu, protection médicale, judiciaire, sociétale, tout au top. D'accord ? Là, je vais vous donner différentes petites infos pour rappeler là les aspects procédures, les aspects inscription de faux. Je vais en profiter pour vous faire un petit cours sur les inscriptions de faux. Et puis, différents autres éléments. Le premier, l'objectif, c'est de montrer que le placement est ridicule. Il est ridicule parce qu'il est complètement illégal. Je vous rappelle que si vous maltraitez un chien, vous allez en correctionnel. Si vous maltraitez une personne âgée, vous allez en correctionnel. Si vous maltraitez l'enfant du voisin, vous allez en correctionnel. Mais si vous maltraitez votre propre enfant, vous allez devant un juge civil. Donc évidemment, juridiquement, en droit français, c'est totalement impossible. Sinon, ça voudrait dire que le chien a plus de droits ou voit plus de droits respectés, ses droits respectés qu'un enfant. Donc on marche sur la tête. Donc tout à la base... Merci beaucoup. Tout à la base, c'est complètement illégal. Rien qu'avec cet argument-là, en l'ayant déjà dénoncé, ça fait bien 2-3 ans déjà que je l'ai dénoncé, tous les magistrats auraient dû se dire « mais c'est pas vrai, on s'est fait avoir ». Parce que la réalité, c'est ça. C'est que les magistrats sont tellement pourris, ils ne sont pas débiles, ils sont pourris. Et je vais vous le dire tout à l'heure, je vais vous donner un exemple sur leur formation, elle est quand même assez extraordinaire. Le fait que les magistrats n'aient pas réagi à ça, c'est déjà une anomalie pas possible. Quand on engage la responsabilité d'un magistrat, il doit répondre immédiatement. Est-ce que c'est vrai? Êtes-vous bien coupable d'eux, etc. Là, pas du tout. En une argumentation super simple, je démontre que tout le système est illégal. Les juges pour enfants, les sociaux, tous les à côté, avocats, psy, etc., etc. Tout ça, c'est invalidé avec les familles d'accueil. Bien évidemment, les grosses associations comme la Sauvegarde, le PEP, qui sont des associations véritablement des entreprises pour stocker les enfants. Et d'ailleurs, les enfants qu'ils rendent, c'est les enfants qui n'ont pas été violés en placement. Et les enfants qui ne rendent pas, c'est les enfants qui ont été violés en placement. Parce que sinon, on démontrerait qu'ils ont été violés en placement, ce qui, bien évidemment, pour eux, serait une catastrophe. Donc, là, rien qu'avec cet argument, je démontre que les placements sont abusifs. Mais Forta Balabattu, l'avocat Forta Balabattu, a sur le net, vous pouvez le trouver, fait un gros travail juridique de démonstration de l'illégalité de l'administration française. Et... alors, il faut toujours vérifier tout, donc je vous encourage à vérifier et ce que je dis et ce que tout le monde dit. Et Forta Balabattu a donc fait un cas concret à Pau. Il était l'avocat d'un homme qui était accusé d'antisémitisme. C'est un petit sujet un peu délicat quand même dans la justice française. On ne rigole pas avec ça. Bon, nous gosses, ils sont violés, ça ne dérange personne, mais là-dessus, on dérange. Et donc, il a dit au tribunal de Pau, eh bien, vous êtes hors la loi par l'article 5 du statut de la magistrature qui dit que, à partir du moment où les magistrats dépendent du ministre de la Justice, il n'y a pas de séparation de pouvoir, donc il n'y a pas de constitution valide, puisque c'est un critère fondamental. Par conséquent, les fonctionnaires n'ont aucun titre. Au jour d'aujourd'hui, depuis le 22 décembre 1958, tous les fonctionnaires sont dénués de titre. Donc on est dans du théâtre et du délire absolu. L'aspect grave, c'est qu'on parle de nos enfants, on parle de nos petits vieux, on parle de ceux qui sont internés, on parle de tous ces Français qui sont massacrés, d'accord ? Et c'est partout pareil en Europe, c'est le grand délire. Mais tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. On massacre nos enfants sur du cinéma. Et c'est ça l'aspect qui est incroyable, c'est que dans les décisions de justice, on écrit bien n'importe quoi. Là, j'ai une décision de justice qui a été faite par le tribunal de Boulogne-sur-Mer, le tribunal qui a géré l'affaire d'Outreau, vol de 3 enfants, il n'y a pas longtemps, c'était le 9 janvier,
Mais là, dans cette décision, la magistrate, dans celle que j'ai là sous les yeux, la magistrate, elle rend les enfants, elle fait une main levée de l'AEMO. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de motif. Elle a étudié que le placement qui avait été demandé par l'ASE, absentéisme scolaire, pas de bol, les enfants étaient absents pour des raisons médicales avec toutes les preuves absolues. Le 2 février qui a suivi, l'ASE avec les gendarmes sont venus voler les 3 enfants, dont un bébé de 11 jours. Pour absentéisme scolaire qui n'existe pas. Et la maman qui a refusé, les parents qui ont refusé la PMI, parce qu'ils avaient un médecin pour chaque enfant, un pédiatre pour chaque enfant, ça fait 3 déjà, hein, donc c'était bien suffisant, il n'y avait pas besoin. Mais comme ils veulent s'imposer, ils veulent commencer à rentrer dans la sphère familiale au niveau médical, eh bien ils ont dit qu'on n'avait pas le droit de refuser. Mais si, on a le droit de refuser. Donc tout ça, c'est illégal. Et dans cette histoire, je me suis rendu compte que les gendarmes de d'Èvres ne connaissaient rien en droit civil. Ils ne connaissent que du pénal. Donc quand le procureur il téléphone aux gendarmes, il dit « ouais, il faut aller voler des enfants, récupérer des enfants, ils sont maltraités, etc. » Mais ils y croient. Ils le croient. Parce qu'ils connaissent rien dans le domaine civil. Donc là-dessus, je crois que je ferai un texte là-dessus. Je le mettrai sur le net, il faudra que tous les parents aillent dans toutes les villes, déposer ça dans toutes les gendarmeries et tous les commissariats pour qu'ils comprennent à quel point c'est délirant. Parce que moi, je pensais qu'ils étaient au courant, mais même pas. C'est gentil. Même pas. Ça veut dire que depuis le temps qu'on leur dénonce l'ADAS et l'ASE, ils n'ont même pas été se poser des questions. Là-dessus, personnellement, c'est quand même grave. Très grave. J'en ai une autre. Là, c'est encore. Alors là, c'est aussi délirant. Ça, c'est une décision qui n'a pas été écrite par le juge. C'est-à-dire que le juge, à l'époque, en 2024, je vous parle de ça, en 2021, je vous parle de ça parce que je parle des inscriptions de faux après. En 2021, le juge L de Metz n'écrit pas de décision parce qu'il n'est pas d'accord avec le placement de cette petite Marina. D'accord? Il n'écrit pas cette décision. Et l'OPP. Hein, vous voyez, cette décision, c'est la décision des 15 jours. Normalement, elle devrait faire 5 pages. Elle fait 2 pages, et encore 5-10 lignes. Et le juge ne reprend que l'article de loi. Ça, c'est l'article de loi. Hein. Donc, il n'y a pas de motif. Mais cette décision, elle n'a pas été écrite par le juge L, parce que le juge L, il ne voulait pas le placement. C'est l'OPP qui fait 5 pages, où les parents n'ont pas été entendus, qui sert de base au vol de Marina. Mais les parents n'ont pas été entendus. C'est l'article 1184, on rend l'enfant immédiatement. Et ils n'ont même pas entendu l'enfant. Parce que là, dans ce faux, parce que c'est un faux, celui qui fait le faux, il signale quand même que l'enfant n'a pas été auditionné. Absence de la mineure. Donc, illégal, article 1184, on rend l'enfant. La petite a été violée, enceinte, avortée. Voilà, c'est une commande. Et lui, il n'était pas d'accord. D'ailleurs, je suis accusé de diffamation, mais là, c'est en train de... c'est un petit peu dans les oubliettes, là, ça commence à chauffer. Donc voilà, ces décisions, ce système criminel qui place nos enfants dans des situations de grand danger, d'ultime danger, sont des faux en écriture, et je reviens là-dessus, sur Pau. J'ai écrit à Pau, le tribunal de Pau, puisque vous avez vous avez fait une audience où l'avocat Fortabal abattu a dit que vous étiez incompétent. Et le tribunal de Pau a reconnu son incompétence. Donc il devrait y avoir une décision où il écrit « il n'y a pas eu audience parce que nous sommes incompétents ». Mais ils ne peuvent pas l'écrire. Ils m'ont renvoyé un dossier qui ne concernait pas ça, de quelqu'un d'autre, d'un air de dire « ferme ta gueule ». Mais bon, j'ai été chercher l'article de presse, merci les journalistes, qui essaient de critiquer l'avocat en disant qu'il est un peu fou, quoi. Trop mignon. Donc cet article-là, il prouve bien, puisque je n'ai que ça, il prouve bien qu'il y a bien eu audience, qu'il y a bien eu audience contre quelqu'un qui était accusé d'antisémitisme, et qu'à la fin, ils disent « oh ben, on a renvoyé, le tribunal a décidé de ne pas le juger ». Bah merde alors. C'est mignon quand même. Antisémite, on décide de ne pas le juger. Et après, il a demandé, le procureur, le tribunal, une expertise de psy. Mais s'il n'a pas jugé de quel droit il a demandé une expertise de psy, on voit bien qu'il se mâche sur la tête. Hein, ils doivent être en mauvaise position. Et ordonne le renvoi de l'affaire. Au 15 septembre, il n'y a jamais eu de renvoi d'affaire. Jamais. Ça veut dire que cet article-là prouve
prouve que les tribunaux sont sans titre, que les magistrats sont sans titre, que les procureurs sont sans titre. Qu'on nous vole nos enfants sur une histoire bidon, organisée, planifiée, dans laquelle 5 millions de fonctionnaires traînent parce qu'on les tient soit par le salaire, soit par le chantage, soit par les crimes qu'on leur a fait faire, soit ceux qu'ils ont fait tout seuls. Tout ça, c'est de la comédie. Donc tout ce que je vais vous dire après ça, c'est parce que, non pas je valide, hein, mais je parle de la comédie, enfin tout au moins des détails de la comédie. Mais il faut que vous gardiez en tête que tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Ils n'ont pas de titre. Et si les militaires, dans l'espoir où il reste quelques militaires dignes de ce nom, d'accord, eh ben, ils doivent se saisir de ça. D'ailleurs, même eux, ils n'ont plus de titre, mais s'ils veulent sauver la France, eh ben, ils prennent d'autorité le pouvoir et ils disent à tous ces gens-là, maintenant, ça suffit, vous n'avez pas de titre, et tant qu'on n'a pas décidé que vous en avez, vous rendez les enfants. Point barre. Parce que beaucoup de dossiers, de toute manière, correspondent à l'article 1184, où les enfants ou les parents n'ont même pas été entendus, ce qui est bien évidemment complètement criminel. On ne peut pas juger les gens s'ils ne sont pas là, et aller leur prendre leurs enfants. Si vous êtes condamné en correctionnel par défaut, on doit vous rejuger. Mais là, les parents, on ne les rejuge pas. Ils ne sont pas là, les enfants ne sont pas là, il n'y a pas une nouvelle audience. D'accord ? On est dans un délire absolu. Ça veut quand même dire que sur les 5 millions de fonctionnaires, on en a un paquet qui ne réfléchissent pas, qui n'ont aucune moralité, aucune ambition d'être un peu mieux que ce qu'ils sont. Enfin bref, il n'y a rien à creuser là. Hein. On est dans une horreur absolue. Hein. C'est le film I comme Icare, 1000 grammes. Ce film I comme Icare a été fait pour les fonctionnaires dans le but de les réveiller et de leur dire « Attention, tu peux être utilisé à commettre des génocides parce qu'on va te donner une petite tâche à accomplir et toi, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. » Mais on est là-dedans. On est là-dedans. Je vous rappelle que pour le 119, c'est super simple. Un social téléphone au 119. Il dit « L'enfant machin, il est maltraité ». Ça remonte à la CRIP qui est un service du département, qui lui contacte le procureur, il mandate les policiers, les gendarmes, tout le monde vient chercher le gamin. On a vérifié quoi? Rien du tout. La CRIP, la majeure partie, même pas 99% des CRIP devraient convoquer les parents pour vérifier les trucs. Rien. Ouais, c'est ça. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, on vole l'enfant sur la base des dires d'un social, qui lui, comme l'enfant est placé, va récupérer le social en charge. Donc le mec, la personne, là, le social, il s'est donné à lui-même du travail, d'accord? Tout en passant par plein de fonctionnaires. Hein. On y va à fond. Après, le juge pour enfants décide, replace l'enfant. C'est toujours le même social qui a dénoncé, qui fait les faux rapports et qui va s'occuper de l'enfant. C'est génial. C'est quand même génial. Et ça s'appelle la démocratie, l'administration. 5 millions de fonctionnaires pour avoir de l'arbitraire absolu. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, à partir du moment où il y a la violation de l'article 375, où tu dois amener la preuve. Mais les preuves, il n'y en a pas. Mais ils ne les amènent jamais. Ils les amènent jamais. Il y a bien une violation automatique du droit. Mais complètement. En droit français, on accuse quelqu'un, on apporte des preuves. Mais bon, avec la diffamation, je me suis rendu compte que depuis 1881, l'administration ne respecte pas la loi. Donc, vous voyez, c'est pas d'hier. Bon, alors... En droit français, mais je pense que dans tous ceux qui ont bénéficié du code Napoléon, nous avons donc l'inscription de faux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inscription de faux? C'est un document que l'on va écrire soi-même, dans lequel on dit, c'est comme ça, dans lequel on dit tel autre document est un faux parce que, et là on argumente. On peut même derrière mettre des pièces, des preuves, etc. Ça, c'est quand même important. Pourquoi? Parce que vous faites le ménage de vos dossiers. Les dossiers sont bourrés de faux. Donc, normalement, en droit, encore une fois, le droit, c'est de la logique avec des mots compliqués. Hein, y a un dossier comme ça de n'importe quoi, on va prendre chaque feuille, on fait une inscription de faux. S'il doit y en avoir 100 des inscriptions de faux, on s'en fout, on les fait. D'accord? Et après, vous pouvez prouver à la population, parce que l'objectif, c'est quand même ça, c'est qu'on est face à un système criminel qui n'a pas de légitimité, d'accord? Et il faut le prouver au peuple, parce que c'est le peuple qui nous soutient. C'est lui qui va nous écouter, c'est lui qui doit comprendre ce qu'on vit. Et c'est à lui qu'on doit expliquer ce qu'on vit. Mais quand on va lui montrer que face à 10 cm de faux, vous avez 20 cm d'inscription de faux, et que vous pouvez tout démonter, là, vous rééquilibrez les choses. C'est plus la puissance publique, c'est vous qui démontez la puissance publique. Mais comment reconnaître un faux?
Alors, le faux, parce que, imagine que toi, tu me dis, moi je te dis, tu me dois 3 milliards. Tu me dois 3 milliards. Toi, tu dis, attends, Hélène Lombard, je ne la connais pas, je ne vois pas pourquoi j'aurais 3 milliards. Tu vois, c'est à toi d'argumenter. Parce que si tu n'argumentes pas, c'est la logique. Si tu veux le faux, tu vas le découvrir facilement. Là, il y avait du côté du Havre, une famille qui avait les sociaux lui avaient dit, soit tu dénonces les enfants des autres, soit je prends les tiens. Donc, intelligemment, il avait dit, les parents, ils mettent leurs enfants dans la voiture, dans le coffre de la voiture. Ah oui, mais c'est un espace, il n'y a pas de coffre. Les enfants, ils passaient par derrière, mais c'est pas un coffre. Eh bien, les sociaux, ils ont quand même pris les enfants sur cet argument-là. Mais là, c'est un faux. Carte grise, je suis désolée, mais j'ai pas de coffre. Les parents l'ont dit à l'audience, d'ailleurs. Les enfants ont été placés, ils le sont encore. Mais quand vous dites dénoncer le faux, c'est dénoncer le faux sur le moment présent. Quand vous l'avez, quand vous êtes informé. Quand vous êtes informé de quelque chose de faux, ça peut avoir été fait il y a 150 ans, on s'en fout, vous inscrivez en faux. Mais quand vous ne savez pas de quoi vous êtes accusé, parce que moi c'est mon cas, au tribunal, je ne sais pas pourquoi j'étais... À l'audience, on t'a rien dit. Audience du juge pour enfants, oui. On t'a rien accusé. Non. Oui, faut l'inscrire en faux. J'ai que la copie, parce que l'original, je ne l'ai jamais eu. C'est pas grave, tu l'inscris en faux. Parce qu'il y a bien un motif. C'est quoi le motif? C'est quoi la notification dessus? Il n'y a pas. Le juge, il dit on ne peut pas imputer la chose à la grand-mère. On peut pas. Mais toi, tu es la grand-mère ou la mère? La grand-mère. On ne peut pas dire que c'est moi. Ah oui, mais attends. Le juge pour enfants, c'est pour les parents. Toi, tu es un tiers. J'ai été une tiers de confiance. Bon, et on te l'a pris en tant que tiers digne de confiance? On t'a pris l'enfant en tant que tiers digne de confiance? Oui. Et on t'a donné aucun motif pour te le reprendre. Eh bien, c'est faux, c'est illégal. Il faut au moins un motif dans une décision. Hein. C'est pour ça qu'ils inventent n'importe quoi. C'est qu'il faut quand même faire croire. Non, c'est beaucoup plus complexe en fait. Là, ce qu'elle dit, c'est beaucoup plus complexe. Non, si dans la décision, il n'y a pas de motif, il n'y a pas de motif. Attends, justement, s'il n'y a pas de décision, c'est que ça s'appelle une omission à statuer. Non, elle en a une décision. Oui, elle a la décision, mais sur son cas, elle n'a pas de motif. Il n'y a pas de motif. Une omission à statuer. Donc, elle ne peut pas faire une inscription de faux. Là, elle ne peut pas sur requête. Elle peut faire autre chose, mais il faut faire une inscription de faux. C'est un faux. Mais c'est pas un faux. Mais si, c'est un faux, il n'y a pas de motif. Là, elle ne peut pas avoir la preuve de ce qu'on lui dit. Parce que, si par exemple, je ne sais pas, elle l'avait frappé, qu'elle avait été condamnée, il y a un jugement de condamnation, et le magistrat pourrait dire vous ne pouvez pas prendre votre petit enfant parce que vous avez frappé tel jour, telle heure. Donc là, tu as un papier qui te. Ah ouais, non. Là, tu n'as rien. Mais si, elle a une décision. Non, mais la décision, c'est. La décision. Mais c'est un faux, donc tu l'inscris en faux. Après, tu fais des requêtes si tu veux, mais il faut l'inscrire en faux d'abord. Attends, je prends l'exemple contraire. Quand tu vas faire l'inscription de faux, tu vas faire sur quoi? Justement, sur l'absence, il n'y a pas de motif. C'est un faux par omission. Il n'y a pas de motif. Donc c'est une absence alors? C'est une absence de motif. Une absence de motif. Voilà, donc ça s'appelle une omission statuée, c'est ce que je dis. Ok. Et en fait, Parce que dans... Attends, c'est très important. C'est très important ce que je veux dire. Elle, ce qu'il ne faut pas dire l'inscription de faux, c'est quand on te dit quelque chose, et que toi, tu as un papier. Non. J'ai pas fini. L'inscription de faux, c'est, tu as le faux matériel, comme l'histoire du coffre, c'est un faux matériel. La voiture, elle n'a pas de coffre. Donc, carte grise, il n'y a pas de coffre. Bon. Ça, c'est un faux matériel. Il y a le faux par omission. Donc là, c'est un faux par omission, puisqu'on ne t'a pas donné le motif. D'accord? Ou alors, c'est un notaire qui oublie dans la succession une belle villa en Floride de 3 millions d'euros, et puis qui te fait partager le vélo du papy. Bon, un faux par omission, il manque tel élément. Ça peut être très important, le faux par omission. Et en général, il est intéressant, le faux par omission, parce que les juges, ils oublient tout ce qui vous est favorable. Et ils ne mettent tout ce qui vous est que défavorable. Donc, ce sont des faux par omission. Et ça prouve que c'est un dossier monté à charge, puisqu'il n'y a pas l'un et l'autre. Je vais le dire après comment faire l'inscription de faux. Donc, il y a le faux matériel, le faux par omission, il y a le faux intellectuel, qui va réunir tout ce qui est argumentation. Il y avait des sociaux qui avaient écrit la maman enceinte ne s'occupe pas de son bébé, mais elle ne s'occupe que d'elle. Le bébé, il était dans son ventre, donc si elle s'occupe d'elle-même, elle s'occupe du bébé. Eh bien, c'est un faux intellectuel. Il faut revenir sur l'argument.
Hein, l'argumentation, démontrée par argumentation, c'est ridicule. Quand ils disent l'enfant n'est pas scolarisé, ben si, il fait l'école à la maison, les parents apportent toutes les preuves. Donc voilà, c'est ça aussi un fond intellectuel. On est dans le raisonnement. Après, vous avez la contradiction. Au début d'une décision, par exemple, ou d'un rapport social, il est écrit quelque chose, et au bout de 4 pages, il est écrit son contraire. Donc vous avez une contradiction, et là, la Cour de cassation dit, à partir du moment où il y a contradiction, ça annule complètement le document. Déjà, la Cour de cassation dit, poubelle. D'accord ? Mais il faut l'inscrire. Il faut inscrire contradiction. Après, vous avez les termes génériques. Madame ne sait pas s'occuper de son enfant, c'est souvent les mères. Hein. Madame, des termes globaux dans lesquels il n'y a jamais de preuve, il n'y a jamais de fait, il n'y a jamais de date. Il devrait dire, à telle date, madame a laissé son enfant dans la rue, en couche, ou voilà, à tel jour, telle date, il y a des faits, il y a des choses factuelles. Là, il n'y a jamais rien de factuel. D'accord ? Donc, ça, c'est des termes génériques. Et alors, il y en a un paquet des termes génériques. Hein, voilà, tout ce qui est d'ordre global. Voilà, tout ce qui est global et qui n'est pas factuellement prouvé, c'est du terme générique. Après, le 6e élément, vous avez allégué de sa propre turpitude. Alors, celle-là, j'anticipe un peu, je l'ai un peu plus loin. Allégué de sa propre turpitude. J'ai sur l'Alsace des parents qui, je vous la retrouverai tout à l'heure, des parents, le juge pour enfants depuis 2016 a dit droit réservé. Ça veut dire gentiment que vous ne verrez pas vos enfants. Hein. Droit réservé, c'est vous ne verrez pas vos enfants. Et puis, après, quelques années plus tard, les sociaux ont dit au juge, bon, il faudra peut-être déclarer les enfants, délaisser les enfants, parce que les parents ne vont pas voir leurs enfants. Vous leur avez dit qu'ils ne pouvaient pas. C'est ça, alléguer de sa propre turpitude. C'est-à-dire qu'on vous impose quelque chose et on vous reproche les conséquences de ce quelque chose. Par exemple, je vous fais un croche-pied quand vous passez. Vous tombez, et après, moi, je dis, regardez, elle n'est même pas capable de tenir debout. C'est moi qui vous a fait tomber. C'est pas vous qui êtes coupable. Vous êtes les victimes et la conséquence de mon acte. Eh bien, alléguer de sa propre turpitude, c'est se vanter d'avoir fait du mal à quelqu'un et d'en imputer la cause à la victime. C'est ça. Et ça, c'est génial, parce qu'ils le font, mais alors, royal. Hein, c'est royal. Hein. Voilà, c'est l'inversion accusatoire. D'accord ? Et en droit, ça s'appelle ça, alléguer de sa propre turpitude. Donc, l'intérêt de l'inscription de faux, c'est de pouvoir dire au peuple que votre dossier, juridiquement, vous pouvez démontrer, fait par fait, point par point, parce que les gens sont logiques, c'est comme le droit. Si vous n'apportez pas une preuve factuelle, dans votre dossier, vous avez forcément un truc qui est énorme. Et bien, vous le prenez, vous faites une inscription de faux et vous vous en servez, rien que ça, rien qu'un seul élément dans une décision, ou un rapport, ou un document, mais c'est fini, le dossier n'existe pas, le papier n'existe plus. D'accord ? Vous n'avez pas besoin d'en faire 3 tonnes. Si vous avez au contraire besoin de démontrer qu'il y a 100 faux dans votre dossier, eh bien vous faites un argument pour une seule inscription de faux, ou alors un seul document, enfin bon, c'est un peu long à lire après, mais un seul document pour 4-5 inscriptions de faux. 5 faux. J'aimerais savoir comment on s'y prend pour pouvoir faire ça. Alors, c'est pas compliqué, vous l'écrivez vous-même. Voilà, hein, vous l'écrivez vous-même. Et une fois que vous l'avez lu et que vous avez écrit et qu'ensuite vous avez mis des pièces, parce que vous n'êtes pas obligé, mais donc vous devez mettre le document et puis derrière vous mettez le faux que vous écrivez. Et quand vous l'agrafez, ça fait une inscription de faux. D'accord ? Vous pouvez déposer. Vous le faites vous-même, argumenter, etc. Moi, j'aime bien mettre des petits tableaux en général. C'est vous-même. Ensuite, oui, attendez, c'est pas fini. Ensuite, donc vous mettez votre écrit et le faux que vous attaquez. Vous le mettez à côté, ensemble, vous en faites plusieurs exemplaires. Et vous y allez... Quoi ? Attends une seconde, je vais le dire. Vous y allez avec plusieurs exemplaires et vous allez au greffe civil du TGI. Dans n'importe quelle ville, moi j'ai déposé des inscriptions de faux dans tous les TGI de France, d'accord ? Et j'habite pas partout, je n'ai pas déménagé 100 fois. Hein. Bon. Donc, dans tous les TGI, vous pouvez déposer le greffe civil du TGI est seul compétent pour recevoir une inscription de faux. Si on vous dit qu'il faut un avocat, c'est pas vrai.
Si on vous dit que c'est un avocat qui doit l'écrire, c'est pas vrai. Si on vous dit « j'ai pas le temps, revenez demain », non du tout, pas du tout. Vous dites « la justice, l'administration doit être constante, par conséquent vous allez me le prendre maintenant, ou si vous pouvez pas, vous me trouvez un autre greffier pour le faire ». Vous ne faites pas baratiner, d'accord? C'est très important l'inscription de faux, parce que d'abord c'est gratuit, c'est sans avocat, et avec ça, vous avez déjà réglé les affaires quelque part, parce que vous êtes dans le droit. Et moi après, je ne vais pas dans les procès, je fais des tracts et je dénonce publiquement. C'est tout, parce que ça ne sert à rien. On est face à des gens qui sont sans titre et qui osent vous voler vos enfants, hein, ou tenter de le faire. Donc il y en a marre de tergiverser, là, c'est bon. Donc moi, ce que je fais, c'est des inscriptions de faux et des tracts. Voilà. Et ça, c'est puissant, parce que vous remettez l'église au milieu du village. Hein. Ça suffit, vous faites n'importe quoi, maintenant je vous dénonce. Il ne faut pas avoir peur dans les inscriptions de faux, par exemple, de nommer les sociaux, les juges, les avocats, vous y allez, d'accord? Vous y allez. Et quand vous les mettez en tract, vous pouvez même vous amuser à mettre lettre ouverte, si vous voulez. D'accord? On ne peut pas vous attaquer, d'accord? Je vous parlerai après de la diffamation. On ne peut pas vous attaquer. Donc ça, c'est une inscription de faux. Alors, moi, je la fais comme ça. Il y a d'autres manières de faire, mais quand vous le faites comme ça, moi je fais des tracts, et il y en a qui font des citations directes. Vous allez au tribunal correctionnel, au service pénal, vous demandez une date et une heure pour attaquer l'auteur du faux en correctionnel, en audience correctionnelle, et c'est vous qui faites votre défense, c'est vous qui faites tout, mais vous le poursuivez. Vous allez voir un huissier, vous signifiez la personne, et puis vous mettez en correctionnel le coupable. D'accord? Ça, c'est intéressant aussi, mais bon, il va falloir vous entraîner un peu parce que c'est quand même pas facile. Hein. Il faut aller voir d'autres audiences pénales pour bien comprendre un peu les manœuvres, les manipulations, etc. etc. Il faut prendre exemple sur d'autres victimes qui ont fait ça, ça serait pas mal. Ensuite, l'avocat François d'Angléan, lui, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il attaque l'agent général du Trésor. Donc, il engage la responsabilité civile de l'État. Il fait son inscription de faux un petit peu différemment que moi. Lui, il prend souvent les vices de forme, parce que comme ça, on ne rentre pas sur le fond de l'affaire, on n'est que sur de la forme. Et c'est pas mal puissant, déjà. Et lui, il attaque l'agent général du Trésor auprès du président du TGI, et il fait des audiences civiles. Il fait reconnaître par les magistrats qu'il y a bien eu vice de forme, puisqu'il apporte les preuves de tout. Telle date, il y a eu ça, mais il aurait dû avoir ça à telle date, mais il n'y a pas eu ça. Donc, factuel, boum, boum, boum. Il met 3 pages de jurisprudence pour bien caler le machin. Et le magistrat est obligé de reconnaître qu'il y a eu vice de forme. Il évalue le dommage et il engage la réparation financière, pécuniaire, qui sera à payer par l'État. Donc ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas non plus pour rien que M. d'Angléan subit le placement de son propre enfant. Hein. Il est lui-même victime, parce que c'est un bon avocat. Hein. À mes yeux, c'est le seul avocat digne de ce nom, parce qu'il fait son travail. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Ah. Il devait venir, ouais. Il devait venir. Bon. Donc, c'est un papa vraiment courageux. Faudra que d'ailleurs, je sais pas, mais il faudra qu'on le soutienne plus que ça. Il faudra qu'on organise des trucs parce que vraiment, c'est un papa vraiment très très bien. Et il est extrêmement déçu de ce qu'il voit dans ce domaine judiciaire parce qu'il n'avait pas imaginé un truc pareil. Hein. Et puis, pendant 8 années, il a été suspendu en tant qu'avocat. Hein. Donc, ils lui ont placé son enfant parce que vraiment, ils se sont dit, celui-là, il résiste, c'est pas possible. Donc, c'est un vrai résistant et c'est vraiment quelqu'un de bien. Et il gagne ses procès avec l'inscription de faux et engager la responsabilité civile de l'État. Il gagne ses procès. Et les avocats qui gagnent leur procès, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ils font croire qu'ils sont là pour protéger en bouclier les juges, mais ils ne gagnent pas leur procès. C'est le système qui leur dit, vous êtes là pour faire croire que, et en plus, vous gagnez de l'argent et vous appauvrissez vos clients. Tout bénef pour le système, d'accord? Donc, bien sûr, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on le soutienne beaucoup plus, qu'on fasse quelque chose. Et surtout qu'il gagne, et derrière... Lui trouver un bon avocat pour qu'il récupère son fils. Il a essayé. Il a essayé. Les avocats, ils ont les jetons. Eh bien oui. Et ils ont peur. Derrière,
ce qu'on appelle les escroqueries à jugement en plus. Hein. Oui, mais on l'empêche même d'agir dans son propre dossier par rapport à son propre fils. Donc on voit bien le délire. On lui surmultiplie les procédures. Ils essaient de l'étouffer professionnellement, d'accord ? Voilà, de le noyer. Donc je ne sais pas comment on pourrait l'aider, mais En médiatisant déjà. Hein ? En médiatisant, je crois. Effectivement, je crois qu'il faut qu'il médiatise son affaire et qu'on oblige les avocats qui sont pas trop mal, hein, à au moins se réunir parce qu'ils devraient dire que on les empêche de faire leur métier. C'est-à-dire que s'ils ont une menace ou un épée de Damoclès pour voir voler leurs enfants s'ils sont de bons avocats, eux-mêmes, les avocats, ne devraient pas accepter ça. D'accord ? Ils ne devraient pas accepter ça. C'est inacceptable dans un pays dit de droit en France, quoi. C'est inacceptable. Il y a des avocats qui refusent de prendre les affaires de la SCI. Ah, mais complètement. Complètement. Les bons avocats ne veulent surtout pas mettre un doigt là-dedans. Parce qu'ils savent que c'est pourri. Puis leur carrière est en jeu. Exactement. Et les avocats qui bossent volontairement dans ce métier-là, c'est quoi ? Mais ils abusent absolument des personnes faibles et des personnes affaiblies parce qu'on leur a pris leur enfant. C'est de l'abus de personnes faibles en permanence. Et ils réclament de l'argent et l'AJ, l'aide juridictionnelle, en fin de compte, elle ne nous est pas donnée à nous, elle est donnée aux avocats pour qu'ils se taisent. C'est tout. C'est tout. C'est parce que nous sommes pauvres que les avocats obtiennent 400 balles à chaque dossier et ils ne vont rien faire. Ils sont payés pour servir de bouclier, pour faire croire que c'est normal, etc. Il y en a même qui ne veulent pas travailler, ils veulent plus que l'aide juridictionnelle. Ah oui, il y en a qui veulent plus et qui de toute manière feront rien. Ils s'adaptent énormément à la capacité financière du parent et si il est dans le début du combat, qu'il n'imagine pas que l'avocat va le torpiller, eh ben, il crache, il paye jusqu'à un moment donné où il ne peut plus payer et là tout d'un coup il se rend compte qu'il s'est fait avoir. Mais bon, les 10 000 balles, les 8 000 balles, ils sont partis quand même. Hein. Donc, je vous rappelle qu'ils n'ont toujours pas de titre. Hein. Tout ça, c'est sans titre. Alors... Donc, ça, je l'ai déjà dit. Là, au jour d'aujourd'hui, nos enfants... Alors, moi, j'évalue à 650 000 enfants le nombre d'enfants placés. D'accord ? Et il y a 65 000 adultes condamnés, détenus en prison. Donc, la France est une prison pour enfants. Ça, là aussi, il faudra avoir un langage plus déterminé, plus cru. Il faut arrêter de se faire baratiner parce que le temps qu'on perd, c'est celui que nos gamins subissent. D'accord ? Donc, il n'y a pas à attendre 6 mois, attendre 3 mois, non. C'est maintenant qu'il faut agir, il faut agir rapidement, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut agir parce que nos enfants sont vendus, en fait, 3 fois. Vous vous souvenez le film de Sound of Freedom, où le film démontre qu'en Amérique du Sud, on vole les enfants, on les envoie aux États-Unis pour être violés, etc. Mais le problème, c'est qu'en Europe, c'est l'État qui fait ça. C'est l'État qui fait ça. Donc, l'État donne des subventions aux départements. Première vente. C'est une espèce de vente, la subvention. On donne de l'argent au département à chaque fois que lui-même se saisit d'un enfant. D'accord ? C'est quand même top. Donc, au niveau du département... Les services sociaux, ils promettent au pays que l'enfant ira dans une famille adoptive aimante. Mais bien sûr, comme en Espagne avec Franco. Car l'enfant atterrit directement dans les foyers et dans les familles d'accueil de l'adulte. Voilà. Donc ce qui est fait au niveau du fonctionnaire, de la sociale de tout à l'heure, qui était celle qui dénonce au 119, celle qui fait le faux rapport, celle qui va s'occuper de l'enfant, d'accord ? Et bien là, c'est pareil. L'État donne au département, et c'est le département qui décide quand il prend un enfant. C'est quand même cool. Et à chaque fois qu'il prend un enfant, jackpot, 8 000 € par mois. D'accord ? 8 000 € par mois. Ensuite, le département, lui, il va se décharger d'une partie de sa responsabilité en donnant à des associations qui gèrent les lieux de rencontre, un certain nombre de foyers, etc. Deuxième vente. Encore deuxième subvention. D'accord ? Deuxième subvention. Et la troisième subvention, ben, c'est soit celle du département, soit celle de l'État, qui paye les réseaux pédos. Ou les réseaux pédos le payent. Voilà. J'espère que c'est pas gratos sur nos impôts en plus. Mais qui c'est qui paye tout ça? C'est nous. Bien sûr que si, c'est nous qui payons tout.
Bien sûr que nous, c'est nous qui... Ça fait mettre 2 fois. Voilà, 3 fois. Jusqu'à la mort. 3 fois, voilà. Voilà, 3 fois. Et c'est exactement ce que disait le film. Nos enfants sont vendus 3 fois. C'est parce qu'on fait rien qu'ils font tout. Voilà, et c'est parce que les parents ne se bougent pas, parce qu'ils sont dans la peur. Et cette peur, eh bien, c'est la lâcheté. Hein, Je fais une petite spécification sur un chiffre. oui. C'est énorme. Donc, je travaille avec une juriste à Nino. Et en fait, elle a commencé à regarder. Donc, tu parlais des subventions. Oui. Et elle connaît le niveau au-dessus, en fait. En fait, elle s'est aperçue que les tribunaux, pour que tout ce petit système-là marche, ils subventionnent des sociétés, des associations. Et ça s'appelle du trafic d'influence. Oui. Elle a regardé la subvention européenne à la protection de l'enfance en France. À votre avis, c'est combien? Je ne sais pas. Vous avez plané de ce que l'Europe donne pour la protection de l'enfance à la France, la subvention. À votre avis, c'est combien? Je ne sais pas. C'est même plus en milliards. 17 milliards l'année dernière. C'est plus en milliards. Je vous indique un petit peu, c'est plus en milliards. Bah, c'est dit. C'est 1,2 billion d'euros. Oh putain. 1000 milliards. 1200 milliards. Oh la vache. Et quand elle est tombée sur le chiffre, elle a dit non. C'est une blague. Elle a regardé, et en fait, sur toute l'Union européenne, c'est à peu près 50 billions d'euros. Les enfants. Entre l'Allemagne, l'Espagne, l'Israël. Tous les pays d'Europe de l'Ouest. Tout l'argent qui circule autour de l'enfance au niveau de l'européenne, 50 billions d'euros. Elle a fait cette étude. Les représailles qu'elle a eues ont été fantastiques. Ah bah, faudra que tu me donnes ces éléments. Moi, je les dénoncerai. Alors, un jour, elle est venue, elle m'a expliqué que, en fait, le problème qu'il y a, c'est que c'est très vicieux, la subvention. Parce que la subvention, en fait, quand tu regardes, ils ne vont pas te mettre le titre exactement à quoi elle est attribuée, en fait. Donc, ils vont te mettre un montant global. Ouais. Et puis après, il faut les chercher. Il faut vraiment avoir l'esprit de Sherlock Holmes pour savoir qui fait quoi, quelle société fait quoi. Mais c'est 1,2 million d'euros. Ouais, d'accord. Ok. Surtout que quand un enfant placé étranger est placé, bah c'est le Parlement européen qui paye et pas l'État. C'est pour ça que, attends, juste. C'est l'État français qui verse à l'Europe, l'Europe qui reverse. Voilà. Et Comme ça, De toute façon, c'est de la façon. attends, on arrive à des délires. On arrive à des 25 000 euros par c'est les mois Français qui payent. pour un placement d'un enfant qui a un handicap ou des choses comme ça. La subvention est de 25 000 euros. C'est la France qui paye. Bah, moi, tu me donneras des documents, ça m'intéresse. Tu me donneras les documents, ça m'intéresse fort. Ils ne font pas très mal là-bas. Mais c'est fini. Maintenant, le juge pour enfants, il nous juge plusieurs fois. Hein, c'est le même juge, il nous juge plusieurs fois pour les mêmes choses. Hein, et c'est à chaque fois le même juge, le plus souvent sur plusieurs années. C'est complètement illégal. Quand j'ai dit ça l'autre jour à des gendarmes, ils m'ont regardé avec des yeux mais ronds. Pourquoi c'est illégal? Ben parce qu'on ne peut pas être jugé plusieurs fois pour le même... imagine que le premier juge, le juge, il te juge une première fois, il sait qu'il a fait une faute, et il ne va pas la dénoncer la deuxième fois. Il faut que ce soit un autre juge qui te juge. Donc dans le pénal, si c'est vrai dans le pénal, si c'est vrai dans le civil, ça doit être vrai aussi dans le juge pour enfants. Il faut aussi savoir qu'on... Là... Non, mais tout ça, c'est du... Ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire en civil, en n'importe quoi. Le maximum. On n'a pas les pièces des dossiers non plus. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. On n'a pas les pièces des dossiers. Et les choses importantes aussi, c'est qu'en droit, il y a des vices de forme. Des vices de forme importants. D'accord ? Donc la première vice de forme, c'est que la convocation au juge pour enfants doit être reçue 8 jours pleins avant l'audience. Si c'est la veille, si c'est 3 jours avant, c'est pas légal. Ensuite, l'OPP, l'ordonnance de placement provisoire, qui est décidée soit par le juge, soit par le procureur. Il a un tout petit temps, le procureur, pour désigner un juge pour enfants. Et à partir du moment où il a désigné le juge pour enfants, il y a 15 jours pour faire l'audience. Si l'audience n'est pas faite dans les 15 jours, illégal aussi. Pareil, tout ça, la procédure s'éteint. Nul et non avenu, mais les avocats, ils ne le font pas, ce travail-là.
Parce que ils sont là pour protéger le système. Donc, ils ne disent pas aux parents tous ces vices de forme. Mais il y en a plein, des vices de forme. C'est important. Et le vice de forme, il annule tout. Il faut quand même respecter des règles. Le boulanger, il a quand même dû prouver qu'il avait fait des études de boulanger. Eux, c'est pareil. Ils doivent respecter les règles. Sinon, ça ne marche pas. Les parents, dans tous les cas, ne voient jamais les dossiers. Vice de forme. Violation des droits de la défense majeure. Majeure. Absolument, on ne peut pas voir le dossier. Ensuite, il n'y a jamais de lecture avant les audiences. Donc, entre l'OPP qui est faite dans l'OPP, il devrait dire « Vous devez absolument voir le dossier parce que c'est vos droits de la défense. » Ils ne l'écrivent jamais. D'ailleurs, l'OPP, les parents ne les ont même pas. Hein. En général, l'OPP, les parents ne les ont même pas. Même quand on leur vole leurs enfants, on ne leur donne pas l'OPP, ce qui est grave. Donc ça, c'est des vices de forme qui sont rédhibitoires. Alors, quand on dénonce les crimes qui sont faits sur nos enfants, on nous colle souvent une attaque en diffamation. La diffamation, c'est une loi dite de la presse de 1881. 1881. Inversion. D'accord ? Inversion. C'est à l'État d'apporter la preuve des accusations qu'il fait contre nous. D'accord ? C'est à l'État d'apporter la preuve. Si vous dénoncez des criminels, c'est aux criminels, c'est à l'État d'apporter la preuve et de faire des enquêtes et de dire si oui ou non un tel est bien un criminel. Bon. Mais comme à l'époque les Français dénonçaient beaucoup sous forme de pétition, hein, c'était la pétition, où la population était informée de ce qui se passe, etc., où ils nommaient les coupables, etc., les Français arrivaient à pas trop mal se défendre, donc ils ont inventé la diffamation. Et pour bloquer la presse, c'est aussi une loi contre la presse, loi dite de la presse, d'accord ? Et donc là, on passe de le crime qu'on dénonce ou le délit qu'on dénonce est moins important que l'identité de la personne qu'on accuse. Ce qui est quand même assez déjà délirant. Hein. Et dans cette loi de la presse, donc on a les fonctionnaires qui ne font pas leur travail. Hein, ils ne cherchent pas le coupable, ils ne cherchent pas de preuves, ils n'enquêtent pas. Ils accusent de diffamation celui qui dénonce. Et ils lui disent que dans les 10 jours, il doit apporter la preuve de ce qu'il dit. Mais ça, c'est une inversion de la charge de la preuve. C'est à l'administration d'apporter les preuves. Ce n'est pas aux citoyens qui dénoncent d'apporter la preuve. Ce n'est pas à nous de faire leur travail. Ils sont payés, ils ont des prérogatives, ils ont des dispositions de service public, ils ont du personnel formé, ils ont tout ce qu'il faut. Nous, il y a plein de policiers et de gendarmes, quand on va dénoncer les viols de nos enfants, ils nous disent « Mais quelle preuve t'as ?» Ben dis donc, c'est ton boulot, je ne vais pas faire ton taf. Donc vous êtes en train de dire que quand la zone nous accuse de faux, elle doit apporter des preuves. Ah ben ça, de toute manière, non. Ça, c'est quand vous, qui dénoncez publiquement que tel social a volé vos petits-enfants, d'accord ? Eh bien, eux, ils ne sont pas contents parce que vous les avez nommés. Déjà, on est dans le délire, hein, c'est des fonctionnaires, donc il n'y a pas de fonctionnaires anonymes. Hein. Ils signent leurs papiers, ils signent ce qu'ils font, ils vont payer cher, hein, un jour ou l'autre, et d'une manière ou d'une autre. Mais là, c'est quand on nous attaque, nous, en diffamation. On nous demande à nous d'apporter les preuves. Mais non, c'est à l'administration de faire son travail. Les fonctionnaires n'ont pas à être protégés comme ils le sont. Ce sont des citoyens qui ont accepté une charge publique, qui ont accepté par leurs valeurs prétendument des obligations publiques. Très bien, parfait, mais vous devez être égal à tout le monde. T'apportes des preuves. T'as pas de preuves, tu fais rien. Parce que 80% des signalements sont faits maintenant par l'Éducation nationale. L'Éducation nationale n'apporte aucune preuve. Là, dans la décision que je vous ai dit tout à l'heure, la directrice d'école avait la preuve des certificats médicaux légitimant les absences scolaires. En plus, dans la ville, il y a le maire qui a pondu un vigipirate. Ce qui fait que les enfants qui étaient absents, par exemple, entre 14 et 15 heures, n'avaient pas le droit de retourner dans l'école entre 15 heures et 16 heures. Et on reprochait aux parents de ne pas avoir amené les enfants. Ah, mais le délire. Bon. Donc là, la diffamation, elle est illégale. Elle est complètement illégale. Ce n'est pas à nous d'apporter la charge de la preuve. C'est une inversion, c'est contraire au droit français. Donc maintenant, les diffamations, mais vous en avez rien à foutre. En plus, je vous le rappelle, que quand on dénonce des crimes, des délits, des viols sur les enfants, hein, c'est ça qui est plus important que l'image de tel politicien, que l'image de tel fonctionnaire. Rien à foutre, d'accord ? Rien à foutre, c'est la honte.
C'est la honte. Donc moi j'ai inscrit en faux, ça, la loi, voilà, j'ai inscrit en faux parce que c'est illégal. Et c'est ce que j'ai à peu près, ce que je viens de vous dire, voilà, c'est là-dedans. Eh bien, il faut inscrire en faux. Et ensuite, vous envoyez ça au procureur. J'ai même pas eu le temps de le faire, je vais le faire. Parce que c'est pas à nous d'apporter la charge de la preuve. On nous reproche aussi, alors ça c'est la diffamation, on nous reproche aussi de ne pas être en collaboration avec les services sociaux. Elle est mignonne quand même. Hein. La loi dit que le magistrat doit obtenir l'assentiment des parents. D'accord ? Donc, si on n'est pas, c'est donc que l'objectif, c'est d'obtenir de nous notre accord. Mais ça veut dire qu'on est tout à fait dans la possibilité de ne pas être d'accord. On est en résistance à l'oppression. On a donc le droit de ne pas être d'accord. Et si on n'est pas d'accord, mais le placement, il n'existe pas. C'est de l'abus de personnes fragilisées par le placement. Je ne suis pas d'accord. Moi, pour mon cas, avant les 3 ans où on m'a pris mon fils, la juge pour enfants, dès qu'il est né, on a cherché à me le voler. La juge pour enfants, elle voulait m'avoir à l'audience. Je lui ai dit X fois par courrier recommandé, madame, veuillez m'envoyer les pièces du dossier, c'est du droit civil. Hein, j'ai pas les pièces du dossier, je viendrai pas chez vous. Voilà. Ça a duré pendant 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, elle a fait un non-lieu à poursuivre. Parce que je ne suis pas rentrée dans son argumentation qui est « je te dis de venir, tu viens ». Ben non, je ne suis pas ton chien, tu m'apportes... Il y a des règles à respecter, tu le respectes. Mais comme en général, ils s'attaquent à des gens qui ne savent pas le droit, qui font confiance aux avocats, qui font confiance aux fonctionnaires, donc ils y vont, mais grandiose. Donc il faut apprendre à se défendre, il faut prendre un coach, hein Clémence ? Il faut prendre un coach, il faut apprendre à se respecter soi-même et à se faire respecter. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas d'accord parental, il n'y a pas de placement possible. D'accord ? On n'est pas dans le... C'est pas possible. Alors, moi, je voulais juste vous lire aussi... Enfin, c'est pas fini, hein. Je voulais vous lire la charte de Biderman, que je ne connaissais pas il y a encore quelques mois, mais qui est assez phénoménale. La charte de Biderman de la torture psychologique. Ces tortures ont été définies ainsi. Premièrement, isoler la victime, priver la personne des soutiens et des liens sociaux qui lui donneraient la capacité de résister. Développer chez la victime une inquiétude intense à propos d'elle-même, rendre la victime dépendante de l'autorité. 2. Attendez, c'est pas fini. 2. Monopoliser la perception, fixer l'attention de la victime sur une situation difficile et urgente, forcer son introspection, éliminer les informations pouvant contredire celles de l'autorité, punir toutes les actions d'insoumission. Diffamation, insoumission, diffamation. Induire l'épuisement, affaiblir la volonté de résistance, qu'elle soit physique ou mentale. 4. Présenter des menaces, cultiver l'anxiété, le stress et le désespoir. 5. Montrer des indulgences occasionnelles. Procurer une motivation à respecter les ordres, à obéir, à se soumettre. Empêcher également ainsi l'accoutumance aux privations imposées. 6. Démontrer la toute-puissance du pouvoir. Suggérer l'inutilité et la futilité de la résistance à l'autorité. C'est ce qui se passe avec nos enfants. Mais complètement, regarde. On devrait être 10 000, on devrait être 10 000. Quand on fait une manifestation dans chaque département, on devrait être 2 000. C'est exactement ça. 7. Dégrader la victime, faire apparaître le prix de sa résistance. Mais ça, il faudrait l'envoyer à tous les foyers. Mais les foyers sont complices. Ce sont des fonctionnaires qui sont d'accord. Ne cherchez pas à convaincre ces gens. Ils savent qu'ils sont criminels. Ils en vivent depuis 1958, aggravé depuis 1983, où le département a bénéficié de cette prétendue charge. Donc, dégrader la victime, faire apparaître le prix de sa résistance comme plus dommageable que sa capitulation pour l'estime de soi. Réduire la victime au niveau de la survie animale. 8. Exiger des actions stupides et insensées, développer
des habitudes de soumission à l'autorité, même pour des ordres totalement stupides. Je vous rappelle le placement, les argumentations débiles, totalement stupides, inutiles et infondées, briser le libre arbitre et les capacités de jugement de la victime. Souvenez-vous, tout ça, c'est aussi le Covid. Covid plus. Ces 8 points constituent la charte de Biderman de la torture psychologique, élaborée par le sociologue du même nom en 1957 pour illustrer les méthodes de torture chinoises et coréennes sur les prisonniers de guerre américains pendant la guerre de Corée. C'est exactement ce que tous les gouvernements européens de l'Ouest de l'Europe font aux familles à qui on prend les enfants. Allez, moi, celle-là, je ne la connaissais pas. Je l'ai découvert il y a 1 an, même pas, il y a 6 mois. Il faut la partager. La charte de Biderman, B-I-D-E-R-M-A-N, 1957. B-I-D-E-R-M-A-N. Torture psychologique. Bon, pour pouvoir faire bénéficier les enfants de la sexualité à l'école, on s'en souvient, ça commence depuis 2010, c'est pas récent. Ils essaient de pourchasser les parents qui font l'école à la maison. D'accord ? L'école à la maison. Alors, le problème pour eux, c'est qu'on a un texte international sur lequel on se fonde. On a tout à fait le droit, la possibilité de faire l'école à la maison. C'est un texte international qui rajoute à nos libertés à nous, partout dans le monde, qui rajoute à nos libertés, donc on ne peut pas le refuser. Et donc c'est un texte qui est indestructible. L'État français ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pondu dans les autres sphères fumantes de fous? Ils ont inventé un CERFA, un document CERFA, auquel les parents devraient se soumettre. Donc, ce qui était un droit va devenir une demande d'autorisation à l'administration française. Déjà, il faut fumer quand même. Eh bien, ils y arrivent. Donc, ils font croire aux gens, mais vous devez remplir quand même le CERFA, parce que si vous ne remplissez pas le CERFA, on ne considérera pas que vous faites l'école à la maison. Encore l'idée de réduire nos droits. Donc, ils essaient... On s'engage à travers ce CERFA. Surtout, on demande une autorisation à ce qui était un droit. Donc, on s'engage. Alors, donc, par exemple, vous avez le droit de vous marier, maintenant, vous allez demander l'autorisation de vous marier. Non, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris qu'on avait le droit? D'accord? Mais le problème, c'est que, là encore, les parents étant épuisés, charte de Biderman, ils finissent par se soumettre. Et il y a de plus en plus de parents qui faisaient l'école à la maison, qui ramènent les enfants à l'école. Ah bon? Elle est bien bonne, celle-là. Alors là, elle est bien bonne. Ça veut dire qu'on crée une discrimination entre celui qui a et celui qui n'a pas. C'est illégal. Je ne vais même pas plus loin. C'est illégal. On est tous les mêmes sur le territoire français. On bénéficie du droit français de la même manière. Point barre. Parce que là, je connais une personne, elle part avec son fils au Canada. On va continuer à faire l'école à la maison. Comme elle n'a pas le droit légal, elle ne peut pas continuer à... Alors, elle devrait rester et se battre. Mais elle reste, elle se bat. Elle se bat. Mais c'est un droit international. La France ne peut rien faire contre ça. D'accord? L'administration française ne peut rien faire contre ça. OK? Le droit international est supérieur. Donc, alors, comme il voulait absolument réduire ce texte, il y a quand même donc le droit international et il y a la Convention européenne des droits de l'homme qui stipule en ses articles 14 et 2 du protocole 1, je cite, « L'État doit respecter le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. » Mais là, il y a un truc qui est vachement sympa aussi. C'est que nous, quand on nous vole nos enfants, on nous reproche de ne pas bien les éduquer, de ne pas bien faire ceci, de ne pas bien... Mais c'est un droit européen aussi. Encore une violation, d'accord? Donc, on n'a pas à se soumettre à cette demande d'autorisation. Et alors, dans le but de réduire un petit peu l'effet, mais encore, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, on va te mettre une fessée, mais on te la mettra que dans 2 jours.
Hein, voilà. Et bien là, c'est pareil. Vous allez devoir signer le CERFA, mais le Sénat a dit, oui, mais jusqu'en 2024, vous pourrez bénéficier de l'autorisation, du droit fondamental que le texte international vous donnait. Des fous, quoi. Donc, ils essaient de donner une valeur à leur truc, mais il a diminué en disant, bon, bah, pour ceux qui sont quand même, qui font encore l'école à la maison, ils ont encore le droit de faire ce qu'ils veulent jusqu'en 2024. Mais les autres, vous serez soumis au CERFA. Mais non, ton CERFA, on n'en veut pas, il y a le texte international. Donc vous voyez bien, n'oubliez pas non plus que les parlementaires, Sénat, Assemblée nationale, ce sont aussi des conseillers généraux ou des présidents de conseillers généraux, soit avant, soit actuels, soit qu'ils l'espèrent l'être. D'accord? Donc ils sont dans les parlements pour créer les lois, pour se permettre de voler les enfants dans leur département. C'est comme ça que ça se passe depuis des années. D'accord? Donc quand vous tapez sur le président du département, vous regardez un peu, vous voyez qu'il a été sénateur, député, et qu'il a contribué à faire l'article 1187 qui interdit aux avocats de nous donner les pièces et dossiers. Donc on voit bien que c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Alors c'est une bonne question. C'est attends, je l'ai pas, je crois pas l'avoir de détails sur ce texte international. Le CERFA, oui, le CERFA, je l'ai quelque part. Je l'ai quelque part, le CERFA. Ah bah non. Bah je vous le retrouverai tout à l'heure. Je l'ai dans mon petit foutoir. Ah non, je ne l'ai pas, le CERFA. C'est l'ordonnance de protection. Non, j'avoue que je n'ai pas édité votre... Mais vous mettez CERFA, autorité, école à la maison, vous allez le trouver sur le net. Hein. Ça, le CERFA, ils en font promotion. Et le texte international, eh ben, j'avoue que je ne l'ai pas. Je n'ai pas les éléments spécifiques à ça. Je suis désolée. Vous devez pouvoir le trouver aussi facilement. Dans tous les cas, pas de valeur. D'accord ? Pas de valeur. Les droits réservés, voici la décision tout à l'heure dont je vous parlais des parents. On leur avait dit que... c'est pas la décision, ça c'est la requête du département faite par un avocat. Hein. L'avocat, Bac plus, je sais pas combien, qui écrit un truc, mais dément. Il dit, les droits des parents ont été réservés, et après, il dit, la page d'après, monsieur et madame n'ont jamais eu de contact avec Julien. Bah oui, on les interdit. Rendez-vous compte, hein, un enfant de 5 ans ne pourrait pas écrire une connerie pareille. Hein. Mais un Bac plus, il le fait. Hein. Ah, il le fait pour quelques milliers d'euros, hein, je suis d'accord. Il est payé par le département. Mais en attendant, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais je vous assure, je vous le passe à lire tout à l'heure, c'est à vomir. Alors, après ça, moi, j'ai fait un petit courrier recommandé au président du département de l'Alsace. Je ne sais pas si vous savez, mais ils ont réuni l'Alsace ils ont réuni les deux départements. Maintenant, c'est l'Alsace, je ne sais plus quoi, Europe machin, enfin un truc. Et vlati pas qu'entre-temps, donc les parents avaient eu la suspension de leur autorité parentale et ils avaient déclaré les enfants délaissés. Et bien après m'ont recommandé, hein, parce que je ne suis pas extraordinaire, hein, j'ai juste fait un recommandé. Je lui ai dit, là, tu es sur une bombe atomique, pépère. Et d'ailleurs, quand vous écrivez au président du département, vous mettez votre courrier dans une petite enveloppe et vous mettez personnel et confidentiel. Vous les remettez dans une autre enveloppe un peu plus grande, personnel et confidentiel. Et encore une autre et encore une quatrième. Parce que quand vous écrivez au président du département, ça va direct à l'ASE quand ça concerne l'ASE. Oui, d'accord ? Je me suis aperçu qu'il lisait le courrier parce que quand je disais certaines choses, je voyais bien que ça faisait tilt. Mais non, le président, il l'a jamais. Il l'a jamais, ils veulent rien assumer. Mais quand souvenez-vous, dans l'émission, j'espère que vous avez vu ça, janvier 2019, pièce à conviction, France 3, janvier 2020, zone interdite, et octobre 2022, zone interdite. Ces émissions sont explosives, où ils interviewent 2 présidents de département, et les présidents de département, ils sont... catastrophés, hein, ils ne savent pas quoi dire, hein. C'est du n'importe quoi. Hein. On leur parle de viol d'enfants, on leur parle de jeunes enfants, d'enfants placés qui sont mis dans des hôtels, hein, livrés à eux-mêmes, etc. etc. Oh, au secours, au secours. Bon, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc là, après le recommandé, un magistrat a reconvoqué la mère
alors qu'il lui avait déclaré l'enfant délaissé. Donc il lui restitue de manière cachée ses droits, parce que c'est explosif. D'accord ? Puis c'est l'Alsace. L'Alsace, c'est à côté de l'Allemagne. L'Allemagne, sous Hitler, hein ? On est d'accord. Donc là-bas, il a vite compris, le président, hein, qu'il était sur une bombe. Bon, ensuite, c'est ça aussi. Donc le problème, c'est que les parents croient dans le système, hein, et qu'en réalité, l'objectif, c'est que tout ce petit monde, ASE, juge pour enfants, rapte les enfants, les départements gagnent des milliards, et ils n'ont pas envie de lâcher les milliards. Ça, alors là... Alors, le problème aussi, c'est que les magistrats, au lieu d'écrire ces torchons, hein, on est d'accord, au lieu d'écrire ces torchons, auxquels on est obligé de faire des inscriptions de faux, je vous rappelle que les décisions de justice ne sont pas écrites par les juges, ils sont écrits par les sociaux. C'est les sociaux qui écrivent les décisions de justice. Et un jour, j'ai coincé ma propre juge à Angoulême. Elle avait prétendument écrit un torchon comme ça. Je lui ai écrit, madame, votre décision, elle n'est pas juridique. 2 ans plus tard, elle me fait une décision juridique. Ben, je lui dis, bah ok, c'est bien la preuve que l'autre, elle ne l'était pas. Ils ont corrigé. Non, c'est sur 2 ans d'après. Il y avait 2 décisions. Une, je ne sais plus, en 2012, 2013, je ne sais plus, un torchon, quoi. Je lui dis, madame, vous avez écrit un truc qui n'est pas juridique. Mais après, 2 ans plus tard, elle m'écrit un truc qui est plus juridique. Je lui dis, bah merci de m'apporter la preuve que la première, vous ne l'aviez pas faite. Ils ne l'ont pas fait. C'est pas du juridique, c'est des conneries de sociaux, ça. C'est l'identique à leur rapport. Pourquoi ? Les juges pour enfants ont 8 dossiers, 9 dossiers, 10 dossiers, 15 dossiers par jour. Ils ont des audiences toutes les demi-heures, toutes les heures. Ils ne passent pas la nuit à faire les décisions de justice. Hein. Ils ne vivent pas. Hein. C'est non-stop sinon. Hein. Donc les sociaux préécrivent. Si jamais il y a un peu de bagarre, un peu d'animosité, ils sont obligés d'actualiser un petit peu les décisions. Et hop, mais les décisions, elles sont écrites avant l'audience. Avant l'audience. D'accord ? Avant l'audience. Et alors, donc ces magistrats sont totalement pourris. Pourquoi ? Eh bien, l'autre jour, c'est bête, je ne m'étais pas posé la question. Comment on les forme, les magistrats ? Eh bien, sur 31 mois de formation, ils ont d'abord 4 mois d'emblée. On les met 4 mois dans un tribunal, dans plusieurs même. Hein. 4 mois dans un tribunal. Pourquoi faire ? Bah, pour juger, moi j'ai eu... Non. Ils sont stagiaires, ils ne peuvent pas juger. Non. Pour ? Non. Bah, pour savoir s'ils vont être dociles. Ah oui. Est-ce que tu es fait pour être docile et te soumettre ? Faire exactement ce qu'on va te dire. Voilà, c'est tout. Celui qui dit « Ah non, mais non, je ne suis pas d'accord, tu ne peux pas voler un enfant parce que la mère l'aime de trop, c'est pas possible. Allez, toi, t'es éliminé. Tu ne vas pas nous coûter cher en formation, tu auras fait 4 mois, mais dehors. » Ben oui, dans les autres professions, il y a des centres de formation. Et puis après, seulement quand vous avez fait une théorie pendant quelques mois ou quelques années, vous faites moitié de temps en formation, moitié de temps en cours, moitié de temps en formation. Je ne sais plus comment ça s'appelle la formation. Arrête, Catherine, je parle. Ils font donc dans le domaine des juges, le magistrat, il a d'emblée 4 mois au tribunal, pour bien savoir s'il est docile. Ensuite, il a 9 mois de cours, et tenez-vous bien, il a 18 mois de stage, rebelote, dans les tribunaux, et aussi dans les cabinets d'avocats. Trop mignon quand même. Donc, on les forme à quoi ? On les forme à se soumettre. T'as le juge, ça fait 50 ans qu'il est là, tu vas faire pareil, il place les gamins pour n'importe quoi. Tu feras pareil. Si tu ne fais pas pareil, t'éjectes. D'accord ? C'est tout. Ce n'est pas une formation pour développer la moralité, bien travailler la responsabilité du juge. Quand vous regardez le code, pas le code, mais le code déontologique des magistrats, on éclate de rire avec le juge pour enfants. Hein. On éclate de rire. Bon, ben voilà, c'est parce qu'ils veulent être sûrs que le prochain juge qu'ils vont former, il est bien soumis, il va bien faire la même chose que les autres. Parce que sinon, c'est une catastrophe. Ils veulent pérenniser. Voilà, on pérennise le problème, on pérennise la corruption, la magouille. Il ne faut surtout pas qu'on mette dans le fruit un verre qui est sain, sinon cata.
ah ben, il va tout foutre en l'air. D'ailleurs, le juge Durand, je ne sais même pas comment il est arrivé à ce moment-là. Hein, c'est déjà un petit miracle, merci mon Dieu. Hein, bon, parce que tous les autres, on les cherche. Donc voilà, on comprend mieux ce qu'on vit. Et souvent, les juges, une fois qu'ils ont fait leur carrière, leur formation, là, on les met dans des postes de juges pour enfants ou de juges d'instruction. Mais ces gens-là, normalement, ils ont 25 ans, quoi. C'est ce que j'ai eu. Ils n'ont même pas d'enfants, ils n'ont même pas vécu en couple, ils ne savent même pas ce que c'est que la vie de tous les jours. Hein? Donc on a des gens qui, de toute manière, moralement, ne sont absolument pas dans le monde, quoi. Ça devrait... Bon. Et en plus, le juge pour enfants, je vous le rappelle, il est illégal. On devrait mettre le parent en correctionnel. Si on est coupable de maltraitance, c'est du correctionnel. Après, l'article 375 du Code civil, donc santé, sécurité, moralité, ça c'est illégal. Si on est maltraitant, vous nous mettez en correctionnel devant tout le monde, que le peuple puisse entendre les accusations conformes contre nous. Et là, les gens vont comprendre. Madame, vous êtes épileptique. Madame, vous aimez trop vos enfants. Madame, vous avez été à Paris. Madame, vous êtes en symbiose avec votre fille de 3 ans. Tout ça, c'est des décisions de justice. Madame, vous cherchez à savoir pourquoi vos enfants sont malades. C'est pas bien, vous êtes pathogène. Ben, ma fille, elle est bien malade, vous êtes pathogène. D'accord ? C'est du délire. Et ils mettent ensuite... ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis. Ça c'est de la décision de bobo. C'est les bacs plus machin qui considèrent que nous, qui n'avons pas de diplôme par exemple, eh ben, on n'est pas capable d'élever nos enfants. Mais c'est complètement illégal. Ça, c'est du crime organisé, c'est du jugement social. C'est totalement illégal. Ça ne peut pas être un motif. On t'emmerde. Bac plus, bobo machin. On t'en fout, on s'en fout de tes conditions, tes critères. Ça n'existe pas. C'est pas légal. C'est pas légal. Surtout qu'aujourd'hui, on voit bien que ce sont les gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont plus humains, plus respectueux, qui sont plus dans le partage avec les autres, etc. Alors que plus ça monte en hiérarchie, plus ça monte en formation, plus c'est froid, c'est inhumain, c'est irrespectueux, c'est moi qui dis tout, c'est moi qui décide, toi tu sais rien. C'est des dictateurs, c'est des petits dictateurs. D'accord ? Donc voilà, la formation du magistrat, on comprend mieux pourquoi on est dans le pâté. Ensuite, le droit des enfants. Alors le droit des enfants, il est complètement bafoué, puisque les enfants n'ont jamais accès au dossier. Les enfants n'ont jamais accès au dossier. Ils ne reçoivent jamais les décisions de justice qui sont faites contre eux, ils ne les possèdent pas, ils ne les lisent pas, et donc ils ne font jamais appel. Mais ils sont partis à l'affaire. Il devrait y avoir un fonctionnaire ou même un avocat. Je suis avocat, je viens te lire la décision qui est faite contre toi. Mais jamais. Les sociaux, ils ne leur lisent pas. Ils leur disent le juge a décidé qu'il te replace. Vas-y que je te pousse. On maltraite les enfants, mais c'est ignoble. C'est ignoble. Donc, ils ne sont au courant de rien. Ils ne font... Quel est le rôle de l'avocat de l'enfant ? Eh bien, normalement, c'est de faire ça. C'est d'aller voir son client et de lui dire, voilà, il y a une décision qui a été faite, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux que je fasse appel pour toi, pour que tu sois rejugé ? Sauf qu'il y a souvent des juges qui n'entendent même pas les enfants, d'accord ? Ils n'entendent même pas les enfants. Ou alors, mieux que ça, ils entendent les enfants avant les parents, en premier. Et le juge, il dit quoi aux enfants ? Il dit, on va te placer. L'enfant, il pleure, il sort. Ça veut dire qu'avant même que les parents aient été entendus, la décision était prise. Et là, article 1184 du Code de procédure civile, illégal. On n'a pas entendu les parents, puisque la décision a été prise avant et elle a été dite aux enfants. D'accord ? Complètement illégal. Donc là, l'enfant, il n'a pas été entendu non plus. Il n'est pas avec les parents. Il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup d'audiences qui se font comme ça. Le juge entend les enfants. Ensuite, il entend les parents. Et parfois même, il n'y a absolument pas les parents et les enfants ensemble. Alors que le texte de loi, il dit, à l'audience, tout le monde est là, et à un moment donné, on peut demander à l'enfant de sortir parce que les parents ou les adultes ont envie de dire des choses. C'est ce que dit le texte de loi. Donc il ne devrait pas y avoir d'audience sans la réunion et la totalité de la famille. Il doit y avoir la totalité de la famille. Mais en général, non, on divise. Et aussi pourquoi ?
Pourquoi? Parce que si vous mettez tout le monde dans... Je vous rappelle que c'est en chambre du conseil. Vous mettez les enfants, les parents, les sociaux, les avocats, le juge. Mais les enfants, ils rentrent, ils se jettent dans les bras de leurs parents. Maman, sors-moi de ce bordel, papa, sors-moi de ce foutoir. Mais ils ne vont pas vivre ça toutes les heures, à chaque fois qu'il y a une audience. Sinon, on va les retrouver suicidés, les magistrats. D'accord? Donc, dans leur vie plus facile, pour faciliter leur existence, eh ben, les parents, les enfants ne sont jamais aux audiences ensemble. On facilite leur petit monde de criminels où les enfants et les parents ne sont pas entendus ensemble. Mais comment voulez-vous découvrir la vérité si vous n'avez pas les parties en même temps? Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de contradictoire. Tu veux découvrir la vérité comment? Mais ils ne cherchent pas la vérité, les magistrats. Ils sont là pour obéir, pour placer les enfants et permettre aux réseaux pédos d'avoir des enfants supplémentaires à violer. Parce que c'est ça le truc. Et après, l'ASE, ils sont là pour séquestrer les enfants. Le plus longtemps possible pour que les enfants et les parents ne se retrouvent pas et donc ne puissent pas solder la situation et l'affaire. Et tout le monde est déchiré définitivement. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les familles ne se reconstituent pas. Les parents, les sociaux leur disent « Oh, vos enfants ne veulent plus vous voir. » Ouais. Ah bon, t'as vu ça où? Et aux enfants, ils disent « Ah, tes parents, ils se battent plus pour toi. » Mais non, on interdit aux parents de voir leurs enfants. Donc, il faut absolument que les parents, il faut que les enfants placés retournent voir leurs parents, qui se filment et qui mettent ça sur le net. Que les gens qui se découvrent à quel point ils ont été manipulés par tout le système. Il faut que ça s'arrête avec des exemples comme ça. Donc, allez chercher des jeunes dans les rues de vos villes, dites-leur, t'as été placé, pourquoi t'es dans la rue, pourquoi tu picoles, pourquoi tu dors pas dehors? Ah ben j'ai été placé, je suis sorti, je me retrouve à la rue. Aidez-les, dites-leur où sont tes parents, expliquez-leur que les parents ont été manipulés, qu'eux-mêmes ont été manipulés, et ça vous permettra à vous de comprendre aussi l'ampleur du problème. Il faut se confronter au problème pour mieux se gérer son propre dossier. C'est de l'égoïsme en fait. Soyez égoïste jusqu'au bout, allez voir les expériences des autres, parce que vous allez en apprendre plein d'informations pour vous. Mais il faut aller jusqu'au bout, il faut aider les autres à s'en sortir, pour comprendre dans quelle situation vous-même vous êtes ou vous allez être de toute manière. Hein. C'est planifié, hein, pas de problème. Hein. D'accord? Donc les enfants ne voient jamais les décisions, ne peuvent jamais faire appel. Les enfants, l'article 1182 du Code de procédure civile dit que l'enfant doit être capable de discernement. Ça veut dire quoi? Il y a des enfants à 8 ans qui sont super matures et des enfants à 12 qui ne le sont pas. Donc, c'est quoi le discernement? Et de toute manière, là, ils ont enlevé un article où il disait que l'enfant de 16 ans pouvait faire appel. Parce que c'est pas normal. Et l'enfant de 15 ans, il ne peut pas faire appel. L'enfant de 10 ans, il ne peut pas faire appel. Donc, ils sont en train de... Mais bon, je vous rappelle que tous ces gens n'ont pas de titre. D'accord? Tous ces gens n'ont pas de titre. Ensuite, il n'y a pas de confrontation, je vous l'ai dit. La cour d'appel. Les enfants en cour d'appel ne sont jamais présents. Alors, on fait comment pour être réentendu? Normalement, la cour d'appel est là pour réentendre la procédure, pour réexaminer l'affaire. Ben, ils n'entendent même pas les enfants. Et puis là, pour le coup, c'est dans une salle. En général, c'est dans une salle où il y a du monde, etc. On fait balader les parents avec les avocats, grâce aux avocats qui sont criminels. Alors, ils sont vraiment criminels, les avocats. Il y en a quoi? Il y a 70 000 avocats. Sur les 70 000 en France, il y en a 100 qui volent le coup. Tous les autres, poubelle. Et la preuve, c'est qu'ils ne défendent même pas, ils ne viennent même pas en soutien à Dangléan, alors qu'ils devraient tous s'être forgés derrière lui en disant « on refuse qu'un avocat voit son enfant placé parce que c'est un bon avocat ». C'est inacceptable. Ils devraient avoir fait ça, ils ne l'ont pas fait. Je vous rappelle que les magistrats pour l'affaire Bailly, c'est pareil, ils auraient dû faire des manifestations pour dire « mais comment ça se fait que Bailly, sous prétexte qu'il est magistrat, il n'est pas en prison alors qu'il a voulu livrer sa fille au réseau pédo ?» Il aurait été boulanger il y a longtemps qu'il serait en prison. Et ben voilà, eux non plus. Vous voyez bien comme ils sont tous figés. Surtout, je déborde pas, parce que... Mais on s'en fout, tu as des dispositions. On a eu Bernard Ripper, on a fait un jour et demi de psychiatrie. Hein. On a été 3 associations, l'hôpital psychiatrique, les avocats, ils n'ont pas bougé. Et c'était qui, lui?
Bernard Ripert. Ah oui, à Grenoble. Voilà, les avocats n'ont pas bougé. Ça prouve bien qu'ils sont corrompus et que les magistrats aussi sont corrompus. Ils acceptent des choses qui... Bien sûr. Alors pourtant qu'il était vachement connu dans son... Encore autre chose, quand la cour d'appel, si la cour d'appel, ce qui est très rare, rend l'enfant, elle éteint la procédure. Donc l'enfant doit être rendu. Et bien la cour d'appel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait croire aux parents qu'elle a rendu l'enfant, sauf qu'elle ne met pas les formulations obligatoires pour rendre l'enfant. Donc la décision, elle est, c'est illégal. Faux par omission. Ils ont oublié ou ils n'ont pas volontairement mis les formules obligatoires. Donc on ne peut pas récupérer les enfants. On a tenté de le faire en Bretagne. On n'a pas pu récupérer l'enfant qui avait été rendu. Et puis je vous rappelle qu'il y a le tribunal perpétuel. Nous, ils ont inventé le tribunal perpétuel, juge pour enfants, cour d'appel. Les parents ne vont pas en cour de cassation, ça coûte trop cher. Avant 2006, c'était gratuit et on n'avait pas besoin d'avocat. Comme la cour de cassation rendait les enfants, aïe, 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 pour les présidents de département, ils ont dit on va changer la loi, on ne va pas s'emmerder. Donc, cour de casse, payante, là c'est du trafic d'influence, conflit d'intérêts, etc. Enfin, on est dans le délire. On est dans le délire. Donc, les parents, ils ne vont pas en cour de casse. On oublie la cour de casse. Juge pour enfants, cour d'appel. L'arrêt de la cour d'appel revient devant le juge pour enfants. Il n'y a aucune procédure où on voit une décision d'une juridiction au-dessus, supérieure, revenir devant un tribunal inférieur. C'est du délire. D'accord ? C'est comme si vous demandiez à valider votre baccalauréat par votre prof que vous avez eu en CP. Poète. Mais c'est pareil. C'est pareil. Depuis quand la cour d'appel a des comptes à rendre au juge pour enfants? Donc, juge pour enfants, cour d'appel. Là, on a déjà 2 ans. Juge pour enfants, cour d'appel, 3-4 ans. Juge pour enfants, cour d'appel, on arrive aux 18 ans. C'est un tribunal perpétuel. Du placement provisoire, on en arrive au tribunal perpétuel. C'est complètement illégal. Comment voulez-vous que les enfants s'en sortent? La procédure est éteinte pour un enfant qui pourrait être rendu, mais il n'est pas rendu. Comment voulez-vous que l'enfant, lui, après, il ait confiance dans le droit? Et c'est ça qu'ils veulent faire aussi. C'est à la fois détruire les enfants de manière sexuelle par les viols de masse, qui est un crime de guerre, normalement, mais aussi détruire dans l'esprit des Européens les notions de droit. C'est fondamental. La société occidentale, elle est fondée sur le droit. Si les enfants n'ont... Mais oui, tout est fondé sur le droit. Même quand les gamins jouent, il y en a un qui déborde, il dit « Ah, t'as pas le droit ». C'est inné, c'est fondamental. Donc là, ils sont en train de détruire le droit. Et les jeunes, on va leur dire « T'as le droit de ça, de ça ». Mais lui, il va dire « Mais vous m'avez empêché de vivre avec mes parents. Vous m'avez privé du droit suprême d'être élevé par mes parents et d'être aimé par mes parents. » Pour eux, le droit, ça ne signifie plus rien. En 2 générations, ça sera la catastrophe. On revient à l'homme de pierre, Cro-Magnon. Et la cour d'appel ne voit jamais les enfants. La vaccination, parce que j'en parle parce que, bien évidemment, une fois qu'ils nous ont volé nos enfants, il est cachetonne, je ne vous raconte pas. Je vous rappelle qu'avant 3 ans, le système immunitaire d'un enfant n'existe pas. Or, toutes les vaccinations sont faites avant 3 ans. 18 vaccinations. Or, le système n'existe pas. C'est comme si vous cherchiez à rouler avec votre voiture alors qu'elle n'a pas fini d'être construite. Ils n'ont pas mis les roues. Vous pouvez toujours essayer, mais elle n'avancera pas, votre voiture. Et là, l'enfant qui n'a pas de système immunitaire, puisque le système n'est pas fait, il ne peut pas générer d'anticorps. S'il ne peut pas générer d'anticorps quand tu lui balances un virus, c'est du crime. Tu lui colles un coup de couteau dans le cœur et tout le reste, c'est du crime biologique. Et les médecins, ils le savent tous, ça. Je vous rappelle que beaucoup de médecins voient nos enfants violés, massacrés dans les foyers, les familles d'accueil, ils dénoncent rien. Ils savent que les parents... Ceux qui dénoncent, c'est des médecins qui se chargent d'eux. Exactement. Ils sont accusés par leurs médecins. Exactement. Il y a même une psychiatre qui avait dénoncé des agressions, des viols sur un enfant. Elle a été persécutée par l'ordre, etc. Exactement, on est encore une fois dans l'inversion. Et là, donc, la vaccination, c'est du crime absolu. Et le raisonnement même de la vaccination, il est aussi délirant. T'as aucune probabilité d'être malade, donc je te colle un virus, là, t'es sûr d'être malade. Voilà, c'est du délire à la base.
hein, et qui ne viennent pas nous dire que c'était scientifique. La vaccination de Jenner en 1800, c'est ils ont administré aux humains des pus de vaches malades. D'accord? Du pus de vache malade, c'est la vaccination de Jenner. À l'époque, on a dit, on a envachiné les humains. D'accord? Et c'est aussi pour ça que je ne suis pas d'accord avec Marion Sigaud, c'est que Louis XV a interdit la franc-maçonnerie, il a aussi interdit l'inoculation, qui est l'ancêtre de la vaccination. Et c'est pour ça qu'on lui a tué ses 2 enfants et qu'il a été assassiné en 1774. Donc tu vois, j'ai une autre lecture. Et Louis XIV, c'était pareil. Il était pas on voulait le forcer à faire quelque chose, il n'était pas d'accord. On lui a liquidé ses enfants qui étaient en âge de le succéder. Et quand il est mort en 1715, il ne restait plus que le petit Louis XV, qui avait 5 ans. D'accord? Et si les serviteurs n'avaient pas éloigné Louis XV à 5 ans au château de Saint-Germain, la monarchie était finie déjà à cette époque-là. Et à l'époque, c'était l'époque des poisons au château de Versailles. Hein? Comme par hasard, il y a eu une épidémie de variole qu'au château de Versailles. Alors évidemment, après, on salit le roi, Louis XV, parce qu'il a résisté à la franc-maçonnerie, donc on essaie de le salir par la pédophilie. D'accord? Sauf que moi, je vous rappelle que Louis XV, c'était un grand roi, et pas que physiquement, il faisait 2 mètres, c'était le roi le plus puissant d'Europe après le tsar, et il était beau comme un dieu, autant vous dire qu'il y avait toutes les femmes de la cour qui voulaient coucher avec lui, il n'avait aucun intérêt, c'est une absurdité absolue, il n'avait aucune envie, aucun intérêt, d'aller voir les gamines, comme ils prétendent. Donc là, c'est un objectif pour salir le roi. Je ne suis absolument pas d'accord. D'accord ? Ça, c'était ma version. Et sur les vaccinations, j'ai fait des recherches là-dessus il y a plus de 25 ans. J'ai balancé mon mémoire à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils sont parfaitement au courant. L'établissement des vaccinations, c'est du crime organisé autant que l'ASE. D'accord ? Et sur plusieurs siècles. Maintenant, ils ont mis l'ARN dans les vaccinations. Donc autant vous dire que si vous ne vous battez pas pour refuser ça, tant pis pour vous. D'autant que, c'est l'effet qui se coule, de tous les vaccins sont classés substances vénéneuses, donc dangereuses, par décision de l'Agence nationale de santé du médicament depuis le 7 septembre 2023. D'accord ? 7 septembre 2023, ils ont déclaré que tous les vaccins étaient vénéneux, dangereux. D'accord ? C'est pas beau ça ? Hein ? Sur ce cas, oui, c'est vrai, mais je crois que ça concerne que les vaccins, les 11, vous savez, qu'on fait à l'école pour les enfants. 18, il y en a en fait. Oui, mais là on avait obligé les 11 qui étaient obligatoires, et les 18, je ne sais pas. Je tiens ça du médecin qui était justement anti... Mais c'est même pas obligatoire. Puisque regardez, ils n'ont pas rendu obligatoire le Covid. Même dans une crise pointue, ils n'ont pas rendu obligatoire le Covid. Ça veut dire que tout ce qu'ils font, là, les 11 vaccins, c'est même pas obligatoire. Pourquoi ? Parce que nous avons, nous, en tant que parents, l'autorité parentale, et nous avons le devoir de protéger l'entité, le corps de nos enfants. Hein, nous avons un droit suprême sur nous-mêmes et sur nos enfants. On n'a pas à attaquer l'intégrité physique de nos enfants. Donc rien que ça, les vaccinations, il n'y en a aucune obligatoire. Ils se foutent de nous, mais c'est gigantesque. Mais pour l'école, comme vous êtes aujourd'hui... Mais ça, c'est des conséquences administratives. Vous faites l'école à la maison, puis c'est tout. Mais est-ce que vous pensez que par la suite, l'OMS peut imposer... On s'en fout. On s'en fout. Ce qu'ils feront, c'est à nous de résister. Un fou qui traverse la rue, là, qui vient vers vous, il vous dit « tu me donnes ton portefeuille », ben, tu résistes. C'est pas parce qu'il te dit que tu vois. Il faut apprendre à résister. Le mot français, c'est France, c'est résister, c'est se battre, c'est se dénoncer. Il faut résister, il faut arrêter de se soumettre, tu vois.